La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Vincent Vallière, ton son n'est pas allumé, mais bonjour, bienvenue à La Poche Bleue. Salut les boys! Comment ça va? Entendez-vous? Oui, on t'entend. Merci beaucoup d'être parmi nous. Mais là, tu t'es remis sur off. J'étais un peu veg, là, excusez-moi. Là, t'es parfait. Good job. Yes. Il est allé courir tout à l'heure. Les gars. Ben, nous aussi, on est contents de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur pour nous autres de t'avoir sur le podcast. C'est vraiment un honneur partagé, pour vrai. Là. Très content d'être là. Good. Là, tu lis-tu bien des livres ou c'est juste un petit setup pour impressionner le monde en partant? Ça, c'est juste pour avoir l'air intelligent, là, parce que j'ai rien lu de ça. Moi. Je connais rien pendant tout là-dedans. J'ai dit, on est mieux de commencer à faire attention comment on parle à soir avec les livres qu'il y a en arrière, lui. Là. Ben, ça, c'est mes... En fait, là, c'est mes CD. Ah, OK. Je les ai gardés, mes CD. Wow. J'ai décidé dans mon bureau, des fois, il me pogne un buzz, puis j'en réécoute. Puis là, c'est quoi le plus weird, mettons? Le plus weird, ben, j'ai pas de temps weird. Attends, je vais en prendre un. Ben, tu vois, j'ai un Jean Leloup ici, c'est quand même weird, là, Jean Leloup, là, mais. Ça, c'est avec c'est l'album avec Edgar et tout ça dessus, là? Ouais, ben, je les ai toutes, les Leloup. Ok, Leloup, t'as tout. Okay. C'est un de nos beaux fuckés quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu bois, Vincent? Hey, je bois une bière de chez nous, une bière de mon coin qui est la brasserie Le Manfré. Ça s'appelle la double menton. C'est une bière qui a gagné plusieurs. Ah, dis pas ça à Guillaume, Vincent. Une bière qui a gagné plein de prix puis qui est quand même, tu vois, c'est 8% quand même en alcool. Fait que là, je fais un spécial pour vous autres pour un mercredi. Je dis, c'est à soir, je la sors. Seulement, je la sors le vendredi, la double menton. Cool. Wow. Là, je dis avec les gars de la Poche Bleue. Ça, c'est une IPA ou une blonde? Ou... Ah, c'est une IPA, ça. Oui, okay, c'est une IPA. Puis ils ont tous les produits qu'ils ont là. Ils ont un pub au centre-ville à Magog. Ouais, vous avez peut-être été déjà passé par là, Guillaume? Ouais. Vraiment un beau spot. Fait que j'invite les gens à aller faire un tour. Yes, un nouvel album qui est sorti le 9 avril. Là. J'ai checké sur iTunes, ça disait date de parution 9 avril. Ouais. Comment ça se passe, l'apparition de cet album-là, justement? Ah, ça va super bien. Le disque s'appelle Toute beauté n'est pas perdue. C'est mon 8e. Puis, écoute, ça vraiment... je pense que c'est les meilleures critiques que j'ai eues en carrière. Puis, évidemment, on ne fait pas ça pour les critiques, mais au-delà de... ça fait quand même plaisir. Ah ouais. Puis, ce qui m'a le plus touché, c'est les commentaires des gens de partout à travers le Québec qui m'ont écrit pour me parler de plusieurs chansons de l'album. Fait que je suis vraiment content. Le disque est sorti, c'est ça, meilleur vendeur à sa première semaine. Puis là, je suis en tournée. Fait que c'est vraiment bien, c'est bien lancé. Je suis super content. Est-ce que tu penses que le monde, ça les. Tu sais, on dirait que c'est. Tu t'ouvres différemment dans le sens, là, j'écoutais tantôt là, Hey Vallière, il y a des tunes aussi un peu sur le. Tu parles du référendum, des expériences plus personnelles. On dirait une façon différente. On est habitué avec les tunes, on va s'aimer encore, Lily, des affaires de même, ou même Fermont. C'est un peu, je trouve, différent de ce qu'on est habitué de Vallière. Ou... Ben, c'est sûr que moi, j'ai pas tant. J'ai pas encore beaucoup d'objectivité par rapport à ce projet-là. Il vient de paraître. Fait que, je serais peut-être meilleur pour répondre à ça dans un an ou deux, mais c'est vrai, comme tu dis, Guillaume, qu'il y a beaucoup de chansons quand même très, très personnelles. Puis des chansons plus rock, puis des chansons... mais je sais pas, j'ai de la difficulté à dire ce qu'il y en est. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment mis le meilleur de moi là-dedans. J'ai travaillé vraiment fort avec mes partenaires. Puis là, on dirait que c'est comme quand ça sort, ça fait vraiment... C'est plaisant de voir l'accueil de tout ça. Puis quand tu passes la route avec les tunes, puis tu te rends compte que les gens connaissent déjà les nouvelles chansons, ça donne comme un sens à... Ça donne un sens à cette vie-là, en fait, là, à ce métier-là. Tu sens-tu que tu t'es amélioré dans ta carrière d'album en album? Puis, tu sais, un joueur de hockey, on le sait, là, on revise nos saisons, puis on se dit qu'est-ce que je veux faire de mieux l'année prochaine. C'est-tu comme ça, de votre côté, les musiciens? Ouais, il y a des moments... C'est drôle, je faisais une entrevue avec Stéphane Bureau en fin de semaine à Radio-Canada, puis je faisais un parallèle justement avec la carrière d'un joueur de hockey, tu sais, puis je me disais, moi, quand je suis bon quand je fais de la musique, quand je pense pas, quand je le fais, puis quand je me pose pas plein de questions, puis quand je me demande pas qu'est-ce que le monde va en penser éventuellement, puis de ce que ça va être. On dirait que c'est vraiment là que je suis sur mon X. Puis j'ai senti dans mon dernier projet
que c'était ça qui se passait. Puis je le sens, là, je fais de la scène, puis je sens que c'est ça qui se passe aussi. Mais si on se reporte, mettons, à différents moments, là, ça fait un petit bout que je fais ça. Il y a peut-être des moments dans mon parcours où, avec le recul, je fais ouais. Peut-être qu'à certains moments, j'étais moins en symbiose parfaite avec ce que je voulais dire, ce que je voulais faire, mais pendant que j'étais là, je ne le savais pas vraiment. Puis c'est ça qui. J'ai envie de vous poser la question à vous autres. C'est vous autres qui avez quand même joué longtemps, les deux, dans la Ligue nationale, puis peu importe les catégories, quand ça se passe pas, quand ça se passe pas pendant 5 games, 10 games, 15 games, puis la pression du coach, la pression des coéquipiers, la pression des fans, la pression des médias, comment tu fais pour gérer ça? Ça doit être tough, pareil. On dirait que c'est toujours le temps qui règle les affaires. Des fois, on dirait que les choses vont mal, tu travailles trop fort, puis là, tu te fatigues, puis tu travailles mal. Puis là, on dirait qu'il faut que tu passes le cercle vicieux au complet. Là. Le manque de confiance, trop de travail, prends la critique. Puis là, jusqu'à la limite, puis la limite, c'est quoi? Tu te dis, ça peut pas être pire, je m'en fous. Je jouerai comme je jouerai, puis on s'en fout. Le monde, il me critique déjà. Puis là, c'est là, on dirait que tout retombe en normal. C'est parce que vous parliez tantôt. Ah, excuse-moi, Guillaume, je t'ai coupé. Hein. Non, moi, j'allais dire le meilleur conseil que j'ai entendu, c'est Yvon Lambert qui avait dit Vaison Chris, broye un coup, puis repart le lendemain. Oui. J'adore ça. Parce que tantôt, dans votre avant-match, vous parliez, ou entre deux périodes, vous parliez de Kotkaniemi, tu sais, qui est un peu dans cette zone-là. Là, tu fais comme, aïe, tu te demandes quand est-ce qu'il va en sortir. Puis, tu sais, Maxime, tu disais, juste faire des affaires, retomber à la base, tu sais, faire des affaires simples. Puis c'est un peu ça, je pense, en musique aussi. Puis d'arriver à... Puis c'est aussi, tu sais, on parle beaucoup des jeunes joueurs du Canadien de ce temps-là. Puis moi, mon premier gérant, il m'a dit, comme quand j'avais 19-20 ans, que j'ai commencé à chanter professionnellement, il dit, à un moment donné, il va falloir que tu arrives à un niveau où à chaque soir, quand tu fais un show, il y a comme un minimum... Requis que tu peux plus arriver en dessous de ça. Tu es rendu un artiste professionnel, tu ne shootes pas en bas, tu shootes juste en haut, puis dans un mauvais soir, il ne faut pas que les gens s'en rendent compte. Puis c'est ça qui fait qu'un gars, mettons, dans la Ligue nationale, c'est peut-être la métaphore ou l'exemple est boiteux, mais tu sais, les gars arrivent à 24, 25, 26, puis là, ils arrivent puis là, ils sont là pendant comme 4-5 ans mais de votre côté, c'est-tu stressant? Parce qu'à un moment donné, que tu sois un athlète professionnel, olympique, chanteur, tu te dis, je mets tout de côté dans la vie pour mon rêve. Puis, on s'entend, il y a un côté qui est stressant, c'est le côté revenu, parce qu'à un moment donné, tu vis de ton rêve. Ça, c'est-tu stressant quand tu embarques sur scène? On dirait que moi, j'ai commencé tellement jeune que j'ai pas pensé vraiment à ça. Ayant signé un contrat très jeune, j'ai fait mes 2 premiers disques, mais je faisais vraiment pas beaucoup d'argent. Mais c'était pas grave, j'avais pas besoin de rien. Je vivais en appart avec ma blonde, j'avais pas d'enfants, j'avais rien qui me... Mais je vois des chums qui ont commencé plus tard. Mettons, tu signes dans la musique, tu signes à 29, 30, 32, tu as 2 enfants, tu as une maison. Là, les enjeux ne sont pas les mêmes, pantoute, comme... Tu peux pas. Puis c'est comme dur de. C'est dur de trouver comme une façon. Si ton break n'arrive pas assez rapidement, mais tu ne peux pas t'obstiner pendant 5-6 ans. À un moment donné, tu es obligé comme de ranger les armes. Mais moi, je te dirais qu'au début, je l'ai fait vraiment instinctivement avec des chums au secondaire, continuant au cégep, en s'inscrivant dans des concours, puis bang, on a eu la chance d'avoir un contrat, puis on s'est lancé là-dedans, puis on n'a jamais vraiment regardé en arrière. C'était comme la naïveté de la jeunesse au début que vraiment, tu ne stresses pas. Hein? Vraiment, man. Puis tu sais, il y a des claques à la gueule que tu manges jeune. Tu sais, tu chantes devant 5 personnes à Rouyn-Noranda, je me rappelle des shows, des fois, c'était quand même brun, mais sur le coup, on était des chums, man. On allait, on prenait une bière après, puis on riait, puis on se reprend demain, puis c'est tout. On s'en fait pas avec ça. Plus tard, il y a l'orgueil qui embarque en ligne de compte, puis là, tu compares à ce que tu as eu avant, puis c'est là qu'il faut pas. Je pense que c'est là qu'il ne faut pas aller.
Quand tu écris une toune comme. On va continuer des métaphores de hockey, là, mais quand tu écris comme une toune, on va s'aimer encore, qui devient un hit au Québec de fou, puis même, je suis sûr, dans la francophonie, là, tu te sens-tu un peu comme le Ryan Paling qui fait 4 buts? Tu as de la pression la prochaine fois que tu remets les pieds sur la glace ou la prochaine toune tu sors? Non, parce que ça m'est arrivé tard. Ça m'est arrivé quand. Ben, tard, j'avais 29 ans quand la chanson est sortie. Mais j'avais déjà un fanbase, j'avais des gens qui me suivaient, puis j'avais déjà vendu des disques, puis j'avais déjà une carrière qui était là. Si ça avait été mon premier disque, honnêtement, les gars, je pense pas que j'aurais survécu à ça. J'aurais pas pu continuer. Ben, j'aurais essayé, c'est sûr, mais je vois des artistes des fois qui se lancent, qui ont 22, puis là, ils ont un grand succès commercial, une chanson que tout le monde connaît. Mais c'est vraiment dur après ça d'accoter ça. Ou des fois, tu travailles en fonction d'essayer d'arriver là, puis c'est la pire affaire. Tu ne peux pas comme écrire une tune en espérant qu'elle ait autant de succès qu'une autre chanson que tu as déjà écrite avant. Mais comment ça marche, ça, justement? Quand tu écris une tune, tu sais-tu que ça va être un hit ou tu sais dans ta tête que ça va être OK, celle-là va être moyenne? J'adore ta question. Non, mais tu sais ce que je veux dire, tu dis. C'est comme quand on est dans le warm-up, Max. À soir, tu fais tes Non, mais tu sais ce que je veux dire, parce qu'à un moment donné, tu sors un album, ça peut pas être tout parfait. Il y a quelque part que tu te dis, ça va passer, mais avec mes hits, ça fait un bon album. Ben, en fait, il y a deux affaires là-dedans. C'est vraiment une super bonne question. C'est qu'il y a des chansons qui sont destinées un peu plus, mettons, à avoir une carrière radiophonique, qui sont destinés, mettons, à séduire un grand public. Sur mon dernier disque, j'ai une toune qui s'appelle Le Jardin Sommer. Ça dure 6 minutes. Fait que moi, quand je la sors, la toune, je me dis pas que ça va jouer en radio. Il y a un bout instrumental de 3 minutes et demie à la fin qui ressemble à Pink Floyd. Il y a pas... Sauf que je sais que des fans de musique vont... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qui me disent que celle-là, c'est leur chanson préférée. Mais je sais que quand je la fais, elle va aller chercher un autre public, que la chanson va avoir une autre vie que une chanson, mettons, qui est plus proche d'une chanson radiophonique. Fait que pour moi, une chanson qui joue moins à la radio ou qui n'a pas un grand succès commercial, ça ne veut pas vraiment dire que c'est une moins bonne chanson. Je ne fais pas de... Je fais pas de relation, moi, de cause à effet entre le succès d'une chanson et la qualité d'une chanson. Ça ne veut pas parce qu'une tune est connue qu'elle est nécessairement bonne. C'est déjà arrivé que tu en aies une préférée qui passe par radio? Oui, ça m'est arrivé. C'est quand même assez souvent. Même que c'est ça qui a fait que quand On va s'aimer encore est sorti, je ne voulais pas la sortir parce que je l'aimais tellement, la tune, que j'étais comme, hey, je ne vais pas. Je vous explique, là, sur mon disque qui a précédé l'album sur lequel il y a la tune On va s'aimer encore, j'avais une de mes chansons préférées de mon répertoire qui s'appelle Le repère tranquille, qui est une autre ballade. Ouais. Puis on l'avait sortie à la radio, ça n'a pas joué pantoute. Ça a été un flop radiophonique, mais les gens qui connaissent ma musique connaissent cette chanson-là. Puis, mais c'est une chanson qui a eu un succès d'estime, mais qui n'a pas eu de succès commercial. Fait un peu blessé par ça, quand la compagnie de disques a voulu sortir On va s'aimer encore, j'étais comme non, man, on sort pas ça pour aller se péter les dents. J'aime trop la toune. Puis non, Vallière, on y croit, on veut la sortir. Puis la chanson est sortie, puis il y a l'histoire que c'est devenu une chanson qui a connu un succès et qui a touché les gens. Fait qu'il y a toujours une part de risque là-dedans, mais tu sais, Max, dans le fond, la recette, il n'y en a pas, tu sais. Puis si tu penses que tu l'as, d'après moi, ça veut dire que dans le champ, tu sais, il n'y a pas de... Ben, c'est parce que les gens, le public n'est pas dupe, là. Le public, il voit si c'est une formule. Tu sais, je suis assez éclairé, moi, là. Ouais, c'est parfait. Beau comme un cœur, Vincent. Shining. C'est un mot en anglais, shining. Non, mais peu importe ce que tu fais, tu vas avoir la face moins rouge que moi, pareil. Je suis comme le Maxime Landry du podcast, un peu. Vraiment bonne. C'est quoi le moment où tu t'es senti? Tu sais, tout le monde doit penser c'est quand tu as sorti cette tune-là, mais c'est quand que toi, comme écrivain, comme chanteur, tu t'es dit c'est là que je suis le plus accompli? Je pense que c'est avec mon dernier projet. Ben, ça te fait un peu ça avec certaines chansons dans différents projets, mais avec le dernier disque, je sens que j'ai élevé mon
mon affaire d'une coche. J'ai vraiment travaillé super fort à écrire, réécrire les chansons avec mon ami Martin Léon, avec André Papanicolaou, qui est un gars avec qui je fais de la musique depuis 15 ans. On a vraiment travaillé longtemps. Je suis allé au bout de toutes mes ressources pour faire ça. Puis je suis encore, c'est rare que je réécoute mes disques, mais celui-là, je le réécoute une fois de temps en temps. Je fais, ouais, j'aime encore ça, ce qui n'est pas toujours le cas quand on vient de sortir un album. Là. Fait que non, je te dirais que c'est là, dans l'entièreté du projet, là, du début jusqu'à la fin, je fais, OK, ça ramasse là où je suis dans la vie présentement. Du départ, là, ça commence comment ta carrière, puis tout ça, parce qu'un joueur de hockey, là, comme tous les Québécois, tu joues, à un moment donné, tu te fais voir par un recruteur. Là. Ouais. Un jeune chanteur, c'est quoi? Tu chantais bien dans la douche ou c'est juste en fait, moi, j'ai commencé dans les années 90. Moi, j'ai fini mon secondaire en 96. Fait que là, on est vraiment pré-technologie. Ouais. Tu veux faire un disque, tu vas dans un studio d'enregistrement. Tu veux parler à quelqu'un, tu checkes dans le bottin téléphonique, puis tu l'appelles. Tu vas dans la cabine, puis tu t'appelles. J'ai un monologue là-dessus dans mon nouveau show. Puis c'est vraiment ça qu'on a fait. On a fait une maquette à compte d'auteur. Nous autres, on chantait à Sherbrooke dans un pub dans Côte-King. Puis à tous les soirs, on gardait notre argent. On se gardait de l'argent, mettons, pour s'acheter une bière et des chips. Puis le reste, on mettait ça dans un compte. Puis un an et demi plus tard, on était allé dans un studio professionnel. On a fait le disque, puis on a appelé des producteurs de disques. Puis il y en a un qui a dit « OK, ça m'intéresse ce que vous faites. » Puis il nous a signé. Fait qu'on a vraiment travaillé en appelant puis en faisant des liens avec d'autres groupes, des groupes qui étaient à Montréal où on s'échangeait, on allait faire des premières parties à Montréal, ils venaient faire nos premières parties à Sherbrooke. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on a développé vraiment. Comme Elvis, le bouche à oreille, on fait jouer un morceau à la radio. Mais on était les Elvis des années 90, les Elvis des pauvres un peu, là, on peut dire. Ouais, quand tu te payes un chip et une bière, c'est pas une grosse. Non, mais c'est vrai, Elvis, c'est quelqu'un qui croyait en lui, qui ont fait jouer un petit bout à la radio. Non, mais c'est vraiment ça. Elvis, ça a commencé de même avec... Quand il était chez Sun, ça a vraiment commencé comme ça. Ils mettent la toune qui est... je pense que c'est That's Alright. Ils mettent ça, puis ça se met à appeler. Ça se met à appeler, puis le DJ, il l'a joué comme 15 ou 20 fois dans la soirée. Tu sais, c'est comment... Il est devenu une vedette toujours au lendemain. Ouais. C'est carré. Mais moi, une de mes tunes préférées, c'est Auteur d'homme. Là. Je pense que ça, c'est... Elle a été extrêmement... Ah, merci. Merci, Guillaume, man. T'es fin de me dire ça. Guillaume écoute ça, lui, avant les games en passant. Hein. J'ai dit, c'était vraiment... Moi, je vais être honnête, j'ai dit, c'est vraiment bon, la musique québécoise, mais peut-être un peu de Metallica avant les games, c'est correct aussi. Je me rappelle, Maxime, de t'avoir entendu dire ça quand vous étiez les deux dans les Canadiens de Montréal, puis c'est ça. Vous parliez d'ailleurs avant la game... ou ça à l'entraque, je ne sais pas trop. Vous parliez de ça, des joueurs francophones dans l'équipe. Vous avez comme ouvert cette brèche-là. Puis, comme moi, comme fan du Canadien, je trouvais ça intéressant de vous entendre là-dessus parce que j'étais comme. C'est tellement. Nous autres, quand vous étiez là, nous autres, on vit le rêve au travers de vous autres en particulier. Comme moi, quand j'étais petit, dans les années 80, il faut que je vous raconte ça. En 85, quand le Canadien de Sherbrooke a gagné la Coupe Calder, vous autres, vous n'étiez peut-être pas nés, j'imagine. Là. 87, lui, 85, moi. Ouais, c'est ça, vous êtes des... J'étais pas à game, en tout cas. Moi, mon père m'amenait voir le Canadien de Sherbrooke. Puis, c'était une grosse affaire dans ce temps-là. Il y avait comme 4-5 000 personnes. Tu avais Patrick Roy dans l'équipe, il y avait Benoît Brunet, il y il y avait les frères Roberge, il y avait Stéphane Richer. Tous des joueurs qui ont joué l'année d'après, qui ont gagné la Coupe Stanley en 86 à Montréal. Je pense même que Claude Lemieux était là. Mais tu sais, comme ces joueurs-là, ça parlait tout en français. Puis même les joueurs de l'édition des années 80, moi, quand j'étais jeune, mettons, il y avait Bobby Smith, Ryan Walter, Chris Nyland. Tous ces gars-là parlaient français à Lionel Duval entre la première et la deuxième. Ils cassaient tout le français un peu. Pour ça, je me disais,
quand est-ce que ça s'est perdu, ça, cette tradition-là? Tu sais, des gars qui signent quand même des contrats de 6, 7, 8 ans avec le Canadien de Montréal, des gars qui ont, c'est des super joueurs de hockey. Moi, je veux vraiment rien leur enlever. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont comme pas la curiosité d'apprendre plus que s'il vous plaît, puis merci. Comment vous autres, vous le vivez? C'est vrai, ça. L'affaire, c'est qu'il y a énormément de facteurs. Tu sais, c'est vraiment pas juste je veux jouer pour le Canadien en tant que Québécois ou non. Non, mais ce qui veut dire, Max, admettons, tu sais, Carey, admettons, là, ça fait 13 ans qu'il est ici, là. Il pourrait bafouer un peu mieux que Salut ça va en début de saison. Ben, tu sais quoi, je peux en parler de ça. Ouais. Parce que moi, je l'ai vécu à l'inverse. Je suis allé jouer à Lugano, en Suisse, un village italien. J'étais là 5 ans. Puis ça marche. Est-ce que j'aurais pu apprendre l'italien? Oui. Honnêtement, très sincèrement, je ne sais pas comment j'aurais pu le mettre dans mon horaire. J'allais à la pratique, je revenais, je ramassais ma fille à l'école, j'aidais ma femme avec les enfants. Si j'avais le temps, mettons, d'apprendre l'italien, ça aurait été à entre 10h30 et 11h30 avant de me coucher. Mais à un moment donné, dans ta vie de famille, tu te dis, je veux relaxer puis je veux écouter la télé. Puis on dirait toujours que la façon que ça fonctionnait dans ma tête, c'est peut-être que je ne serais pas ici l'année prochaine. Pourquoi j'apprendrais l'italien? Mais là, c'est le même à chaque année, puis tu te ramasses, crime, ça fait 5 ans que je suis ici. Tu comprends? Je me disais toujours, oh, OK, on ne sera jamais ici 5 ans. Mais imagine, là, tu gagnes le joueur du match, puis tu fais 1 minute ou 2 en italien à la fin de la game, comment le monde... Je le faisais. Quand, à la fin de l'année, mettons, les partisans, ils m'acclamaient, je montais, puis je disais « Comment est-ce j'essayais de parler, leur dire bonjour. C'est donc encore, hein? Ah non, comment est-ce ça a plus l'air de comment est-ce comment est-ce tout est béni. C'est une petite... Tu sais, quand j'allais à l'épicerie, je parlais comme ça aux gens. C'est peut-être ça que les gens veulent, c'est Carey Price, s'il va au Subway à Montréal, es-tu capable de dire bonjour, ça va? Après, qu'ils disent steak and cheese, c'est pas grave, là. Mais tu sais, Max, je me fais un peu l'avocat du diable, mais tu sais, ces gars-là, quand même, sont dans les livres. Des fois, ils sont dans les livres d'école des enfants. C'est des leaders des équipes. Je fais, moi, c'est sûr que comme fan, ça me fait plaisir. Il y a comme le côté mercenaire. Je sais pas, là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Vous savez plus que moi, mais tu sais, comme le côté un peu mercenaire, les gars, ils débarquent. Ils viennent faire une job. Mais il y a quand même tout le volet culturel qui est là. Ben, regarde, je vais t'aider. Moi, ma femme, elle vient de Vancouver, elle est anglophone, elle l'a appris en 6 mois le français. Hein? Ta femme, elle vient pas de Saint-Léonard? Non, mais les gars disent qu'ils sont des super chums depuis 15 ans. Tu vois, quand il y a un effort, c'est possible. C'est tout ça. Non, mais je comprends aussi qu'il vous avez des horaires. Vous avez des horaires chargés, mais tu sais, comme un Shea Weber qui a l'air d'être un gars brillant, c'est un vrai, je pense que c'est un des grands leaders de la Ligue nationale. Ben, je comprends pas. Ben là, en même temps, je comprends pas qu'il n'y ait pas un agent en arrière qui dit hey, Shea, man, tu sais, comme, donne une petite go, là, tu sais, juste un peu plus. Fais 1 heure de ça dans ton 6 heures d'avion, là. Exactement. Mettons, au lieu de jouer aux cartes, c'est intéressant. On n'a jamais eu cette conversation-là. C'est vraiment intéressant. Mais c'est parce que, tu sais, c'est parce que je vous parle c'est ça, c'est à partir de 85-86, quand j'étais jeune, puis toutes ces années-là, jusqu'en 93, où tu avais encore, vous le savez plus que moi, mais quoi, 9, au moins 9 francophones, assurément. Puis les francos dans l'équipe étant les gars qui t'amènent au bout. Tu sais, genre. Tu sais, c'est Vincent D'Anfous, c'est Turgeon et compagnie. Denis Savard. Guillaume Demers, le coach. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a tout ce volet-là qui fait en sorte que, je ne sais pas, je trouve que moi, comme fan, puis là, je parle vraiment à mon nom personnel, ça crée comme une sorte de désengagement pour moi. Ça, tu sais, j'aimerais ça parce que... Tu sais, les gens, ils se pointent. Je ne sais pas jusqu'à quel point les joueurs, ils savent-tu qu'il y en a qui partent de cette île pour aller voir une game au Centre Bell. Mais pour vrai, là, quand tu réalises, là, moi, j'ai réalisé, puis je suis québécois, je l'ai réalisé, puis j'imagine pas le gars de la Russie qui arrive ici, tu sais, au final, c'est comme si moi, je m'en vais jouer à Kazan en Russie. Ben honnêtement, s'il y a une ville à 8 heures de là, je suis pas trop au courant, tu sais, mais quand on joue avec les anciens Canadiens, là, tu sais, je te dis, des fois, on part, man, on est allé partout, là. On va en Alberta, Manitoba, Ontario. Là, tu réalises, on dirait que tu réalises jamais la proximité puis l'amour de l'équipe aussi longtemps que tu t'es pas allé dans les villes. Je te le dis, là, on a fait des affaires. Tu réalises, c'est sûr, certain.
Mais le problème ne vient pas juste du management en passant. Hein, Vincent, non, zéro. Il vient des joueurs aussi. Là. Il y a pas mal de joueurs qui ne veulent pas venir. Il faut être honnête, c'est ça. Là. Ils ne veulent pas venir à... Tu veux jouer chez nous, tu veux dire. Oui, il y en a beaucoup de Québécois que eux autres sont mieux en Floride, que ce soit la pression, le taux d'imposition, la température. C'est ça la réalité aujourd'hui. Les gars ils se disent pourquoi moi je viens jouer ça. Ta femme est américaine, elle n'a pas les mêmes valeurs ou les mêmes vouloirs. Il y a plein de situations qui font en sorte que. Mais je suis d'accord qu'une fois que tu es ici, que tu as un contrat de 8 ans en poche, après 2-3 ans, tu sais que tu vas être là encore 5 ans, 6 ans. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu apprennes une coupe de mots. Je peux me forcer un peu. Ben, c'est ça, il y a deux affaires. Puis, c'est pour ça que il y a un autre volet. On a-tu encore le temps de jaser, nous autres? Nous autres, c'est un podcast sans temps. Tu fais juste m'avertir quand il est temps que j'aille faire mes toasts pour le déjeuner. Dis-toi que Max faisait ça à partir de Berlin, man. Il commençait le show à 1h30 le matin. Cette année, j'étais à Berlin, moi, au début de l'année. Imagine. Je jouais encore, je commençais mon show à 1h30 du matin. Aïe, c'est quand même hot. C'était dur, la pratique, le lendemain. Il montait des caisses d'eau parce que ses filles l'attendaient dans les escaliers quand il finissait le show. Comme s'il avait été chercher de l'eau au sol. Je voulais pas montrer que j'étais un père qui n'avait pas dormi, pareil. C'est clair. Mais c'est ça, pour revenir par contre au statut comme le Canadien puis les joueurs franco de l'équipe. Guillaume, tu as comme ouvert de quoi tantôt? Tu disais... moi, je serais comme curieux. Ben, tu as invité poliment les dirigeants d'Hockey Québec. Parce que, dans le fond, toi, vous dites qu'il y a peu de Québécois à cette heure qui sont présentement dans la Ligue nationale, ce qui est comme une réalité, une nouvelle réalité, en fait. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'il y en ait plus? Notre hockey est politisé en ce moment. Ouais, c'est de la politique, c'est pas du sport. C'est ça qui est plat. Puis tout le monde chiale, mais tout le monde fait partie du problème. Je l'ai vécu avec Guillaume. Je pensais après-midi. Non, mais je l'ai vécu après-midi. On a plein d'exemples, que ce soit des gens qui payent pour que leurs jeunes aient une place, des gens qui sont concentrés plus sur les statistiques que le développement. On a vu Guillaume, on a fait une école de hockey. Il y a des parents de jeunes de 8 ans qui nous demandaient qu'est-ce que tu penses de mon jeune, tu penses qu'il y a une chance? Comme toi, là. Mais tu sais, moi, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, admettons que je donne un chiffre, il y a 50 ou 100 millions de budget à mettre au Québec. Ben, il ne faut pas qu'il y en ait 15 qui soient dans un bureau. Il faut que ce 15-là s'en aille d'un coach Midget 3, d'un coach Atom, d'un coach. Tu sais, puis c'est sans rien enlever aux passionnés, là. Il y en a qui donnent des heures de fou, puis. Mais tu sais, juste d'avoir un superviseur qui a joué la game ou qui a coaché la game à des hauts niveaux, juste pour encadrer ces passionnés-là, je pense que ça ferait une grosse différence. Puis c'est surtout dans l'âge qu'on permet, tu sais, le 7-12 ans. Tu sais, le hockey, c'est un sport à développement tardif, mais qu'on ne travaille pas en développement tardif. On presse. Quand on sait que l'évolution du joueur... C'est ça. C'est drôle, j'ai eu cette conversation-là. Aujourd'hui, on a un parent qui nous a appelé pour faire surclasser son jeune. Puis il est comme, non, il joue dans mon niveau. J'ai plein d'écoles qui m'appellent pour le... Ben, vas-y. Je te dis, nous autres, c'est pas de même qu'on fonctionne. Tu sais. On est vraiment trop pour ces résultats au lieu du chemin à faire pour se rendre. Là. Max, son père voulait que ce soit un résultat, mais Chris, il finissait 0 but, 0 passe. Non, mais tu comprends. Non, mais moi, mes parents m'ont jamais mis de pression. Faut que tu t'entraînes, faut que tu fasses ça, c'est ça. C'était amuse-toi, puis c'est tout. À un moment donné, c'est un sport, c'est des enfants. Tu sais, je sais pas si tu as joué un peu au hockey, Vincent, mais le monde, on a parlé un peu tantôt, il qualifie à 5-6 ans déjà tes défenseurs attaquants à centre. Non, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai joué, mais c'était à l'époque où, d'ailleurs, moi, je jouais au hockey l'hiver, puis je jouais au soccer l'été. D'ailleurs, j'ai joué au soccer avec un de vos chums qui s'appelle Éric Bélanger, qui était dans l'équipe de soccer quand j'étais jeune. Il va être beau au soccer, lui. Lui, il me semble. Il a pas un ballon d'un dents. Il y a la coupe de cheveux d'un joueur de soccer, me semble. C'était de toute beauté. Non, mais sérieux, évidemment, c'est un solide joueur, mais c'était quand même une époque où l'été, tu faisais d'autres choses que jouer au hockey. Tu ne jouais pas au hockey. Parce que, Maxime, je t'entendais tantôt, tu disais, les jeunes, à 8 ans, à 10 ans, ils jouent 12 mois par année. Puis c'est sûr qu'ils rendus à 14-15 ans, sont brûlés. Mais en même temps, je parlais à Patrice Bernier au soccer du CF Montréal. Puis c'est la même affaire à cette heure dans tous les sports. Tu sais, moi, mon gars, mon garçon, c'est un joueur de
de soccer. Fait qu'il joue dans Tu l'élite. voulais le faire surclasser, fait que t'as appelé Pat. Ben ouais. Non, c'est ça. Non, mais moi, je trouve ça inconcevable qu'un enfant à jeune âge, sa famille ne peut même pas aller en vacances avec lui l'été ou elle, parce qu'il faut qu'il soit concentré sur son sport. Moi, ça me fait capoter. Non, on parle souvent de la pression dans la société, de dépression et tout. Voyons, crime, si t'es 12 mois par année, l'école, le sport, la pression, c'est les réseaux sociaux à cette heure, c'est quand que tu décroches? Non, c'est ça, mais donc, ça vient probablement que ça vient, entre autres, ça vient des systèmes, mais ça vient des parents aussi. Il y a des parents qui ont des attentes trop élevées. Puis on parle de hockey, mais c'est le même au tennis. Dans tous les sports. C'est le même dans tous les sports. Tous les sports. Puis il y a une personne qui écrit encourager le hockey scolaire car c'est bien encadré. Le hockey élite est très bien encadré. La seule chose, c'est que tu n'as pas le choix de choisir ton école. Si tu embarques dans une structure hockey ou une structure soccer, tu t'en vas à l'école. Comme moi, je suis au collège Charlemagne. Si tu joues dans mon Bantam 3A, tu peux pas aller à une autre école parce que tu es 16 heures de cours en sport-études. Fait que c'est juste ça qui est différent. On joue les week-ends. Puis moi, je travaille pour une structure élite, puis jamais je vais dénigrer le hockey scolaire, qui est une vision différente, une façon de penser différente, qui est aussi intéressante. Moi, je trouve juste que peu importe que ce soit dans l'élite ou dans le scolaire, il faudrait trouver une façon que tous les meilleurs ou ceux qui sont la crème de la crème puissent jouer un contre l'autre, peu importe ton choix de scolaire ou ta vision. Je pense qu'il faudrait réussir à merger ça ensemble pour... Tu sais, parce que tu as le droit de dire, moi, je veux pas que mon gars soit en sport-études, je veux qu'il y ait 4 périodes par jour, qu'il fera le parascolaire. Il jouera au hockey de 3 à 5, je m'en fous. Mais tu sais, tu as le droit à ton opinion, puis j'ai pas de trouble avec ça. Mais je pense qu'il faut les meilleurs que les parents veulent le scolaire plus, ben il faut trouver une façon de les faire jouer ensemble, je pense. Ouais. Je suis d'accord. Puis tu sais, je vois sur le chat, les gens demandent d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Je l'ai vu, moi, en Allemagne, en Suisse, en Suède. C'est un autre niveau. C'est vraiment les jeunes, c'est important qu'il y ait une routine. Ils vont pratiquer avant l'école, eux autres, en Suède. Ils arrivaient là, à 6 h du matin, ils pratiquaient, puis après, c'est leur journée d'école. Puis des fois, les journées de game, ben, ils allaient à l'école, ils venaient jouer à la game, puis il y avait des cours privés en revenant dans l'autobus. Il y avait une belle balance entre les deux. Puis ils vont dire à Maxime Lapierre, c'est Red Bull qui va dire « Hey Max Lapierre, je te donne 500 000 par année, tu coaches mon équipe professionnelle, mon midget 3A, puis tu coaches tous mes jeunes jusqu'au mag. » Fait que t'es sur la glace de 8 h le matin à 5 h le soir, mais t'es payé le gros salaire, puis tu coaches le soir. T'as les conditions pour le faire. T'as des conditions. Tu fais du hockey, mais t'es payé le gros salaire. Ici, on fait du hockey. Tu sais, je regarde le midget 3A, là, les gars mettent des heures, là. Je te dis, tu verrais, puis au soccer, puis les autres sports, je parle du sport que je connais. Tu verrais les heures que le monde met pour les salaires, ça n'a pas de sens, là. C'est fou, là. C'est 8 h le matin à 10 h le soir pour... C'est débile, là. Moi, j'ai... mon gars, c'est un joueur de hockey aussi, puis souvent, on va voir les cantonniers de Magog qui étaient jusqu'à cette année... c'est Félix Potvin qui était là. Là, c'est Stéphane Robida. C'est Stéphane qui a embarqué, tu sais, mais... Sérieux, Félix Potvin, il a fait une solide job. Il a fait une solide job avec les jeunes. Mais comme tu dis, Guillaume, c'est un engagement, mon gars. C'est fou, l'engagement. Il a arrêté, Félix, qu'est-ce qu'il a dit? Sa passion, c'est la chasse et la pêche. Il dit, je veux du temps avec ma famille puis aller chasser et pêcher. Tu n'as pas le temps de faire ça. Tu peux pas faire ça parce que tu es dans la saison de tous les sports. C'est ça, tu t'enlèves ta vie pour... Tu sais, lui, là, il a été 14 ans avec les cantonniers, il a donné sa vie pour les cantonniers, son dernier 15 ans de sa vie pour les cantonniers. On le sait, là, il fait pas ça pour l'argent. Tu sais, il y en a de l'argent, puis c'était vraiment par passion pour les jeunes. Puis moi, je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème, puis je trouve ça dommage, là, c'est que, par exemple, tu as une équipe, je te donne un exemple, Bantam 2, OK? Bantam 3, whatever. Tu as 16 gars qui sont là, puis tu sais qu'il y en a 15 sur 16 qui reviennent l'année prochaine. Explique-moi pourquoi tu as 80 personnes au camp qui payent. Ah, c'est ça. Non, mais il est là le problème. Là. C'est là que tu vois la politique, puis ça ne marche pas. C'est plate à dire, mais c'est de même. À un moment donné, il devrait avoir de l'argent qui est géré à la bonne place. Il devrait avoir des commanditaires qui rentrent. Il y a des commanditaires partout dans le monde. Il y a des compagnies qui ont des milliards et des milliards, mais qui investissent pas juste au hockey, là, dans le soccer, dans le baseball, dans les sports, le hockey féminin. Ça en fait beaucoup. Oui, mais c'est Guillaume, à un moment donné, c'est là qu'on s'entraide dans la communauté, c'est de même. Non, mais c'est ça. C'est juste choisir. Hey, regarde, Vincent, il est venu, il a droppé la bombe, il a parti. Ben oui, Vincent, il a dit, ça va se pogner ici. mais c'est parce qu'à quelque part, c'est un peu le cœur de la conversation du fait que là, on est avec une équipe
mettons, quand Philippe Dano n'est pas là, ben là, à soir, il y avait des gars de Laval qui étaient là, puis c'était super de les voir là d'ailleurs, tu sais. Des super joueurs de hockey. Mais avoir des joueurs de premier plan qui viennent de chez nous, qui jouent chez nous à Montréal, avec qui nous autres, on peut, comme moi, je parle vraiment en tant que fan, là, on peut s'identifier comme en même temps, je trouve ça tellement ingrat pour vous autres quand toi, tu as commencé, Guillaume, là, tes premières games, tout le monde qui crie Guy, man. Puis t'as genre, Max, Max, il sait c'est qui. Max, il sait c'est quoi qu'il disait le monde. Vous dites tout le temps ça, mais jamais que personne qui a compris. J'étais là, moi, c'était qui. Le monde disait, c'est qui. Moi, j'étais Guillaume. Non, mais tu sais, au Québec, tu parles de ça. Le Canadien de Montréal, c'est une équipe de la Ligue nationale, devrait théoriquement avoir son équipe junior, puis avoir des joueurs qui surveillent toute l'année, puis à un moment donné, d'en prendre 5-6 par draft de cette équipe-là, puis c'est that's it, et tu vas y chercher n'importe où. Max, il y a du 3 d'été là, qui vont repêcher les jeunes au mois de septembre. Là. Du 3 d'été. Là. Je sais. Hey. Viens-t'en dans mon équipe, t'es le meilleur novice B. Ouais, on tabarnak. Dans quel monde tu vis, là? Non, et là même Hockey Québec, là, moi, tout ce qui est les structures U12, U13, U14, comment est-ce qu'à 12 ans, on peut mettre un jeune sur un piédestal et dire « Ah, toi, tu vas être dans l'équipe. » Comment est-ce qu'à 12 ans, tu peux avoir un agent? Tu sais, là. Ah non, mais ça, c'est intéressant, Vincent, la bombe que tu as lâchée, parce que Pascal Leclerc, qui vient tout à l'heure, il était agent pour la firme avec Steph Fizet, puis je pense que c'est Dan Meehan, eux autres qui sont. Bob Pernaud, Dan Meehan. Okay. On va parler de ça avec Pascal, c'est sûr, parce que là, t'as comme fait. Puis si tu es connecté, mais qu'on en reparle, écris-moi un texto, puis on te rentrera dans la conversation parce que tu as une opinion qui est intéressante, puis tu emmènes des visions d'autres sports si ça te tente. Ben ouais, avec plaisir. Ça va me faire plaisir. Mais ton joueur préféré, c'était, juste en finissant, Matt Naslund, c'est ça? C'est drôle parce que ta gérante, elle a comme écrit. Il m'a dit Matt Naslund au téléphone, mais je suis pas bonne au hockey. J'espère que j'ai bien entendu. Qu'il a dit Matt Naslund. Mais vous autres, vous connaissez Matt Naslund. Je suis trop jeune, moi. Pas vrai? OK, non, mais ça, c'est un joueur, mettons, c'est un Suédois, c'est Mats Naslund, qui a fait plusieurs saisons avec Montréal, qui était mon joueur préféré dans les années 80, mais quelques saisons, tu te sens point quand même. Puis, un joueur important quand le Canadien a gagné la Coupe en 86, vraiment. Puis ma tante, Lise, était amie avec la femme de Pierre Gervais, soignant du Canadien. Fait que moi, Noël 86, genre, qui est d'ailleurs Pierre Gervais qui a eu un hommage cette année, là, qui est encore là, quand même. Là, c'est fou. Là. C'est le meilleur homme que tu peux rencontrer. Ah, c'est fin, merci. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas mal plus que Guillaume. Noël, mettons, le Canadien, le Noël qui a suivi la Coupe Stanley de 86, fait que Noël 86-87, ma tante Lise, elle me donne le casque de Mats Naslund. Tu sais, que moi, j'ai 8 ans, là, puis avec un bâton signé, puis c'est un cadeau que j'ai gardé vraiment longtemps. Wow. Puis c'est ça, c'est comme le moment dans ta jeunesse, quand tu tripes sur... Tu sais, les jeunes qui trippent sur vous autres, les gars, là, c'est fou comment ils vous aiment. Fait que, là, moi, c'était ça avec ces joueurs-là. Je connaissais toutes les stats. Je connaissais, tu sais, j'écoutais tout le temps le hockey. Fait que j'ai ce souvenir-là qui est comme associé à ces victoires-là. Puis j'espère que mes kids vont avoir la chance de vivre ça à un moment donné, tu sais, comme gagner la coupe, man. C'était le fun, là, ces années-là. C'était trippant, là, 86 puis 93. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a écrit si vous avez jamais vu la Coupe Stanley de vos yeux, vous pouvez aller vous faire vacciner. C'est comme les 20 ans, je pense, là, qui pouvaient commencer. C'est très bon, j'ai adoré ça. Max, passe donc la petite vite, là. Ah, la petite vite, j'aime ça, nos questions préférées. On voulait savoir, on demande toujours à nos invités, foursome de rêve. Tu t'en vas soit au golf, au restaurant, mais à 3 personnes que tu amènes avec toi. OK. Écoute, ça, c'est une belle question. Je pense que j'amènerais... Je pense que j'amènerais Gilles Vigneault. Wow. Félix. Ben là, j'amènerais Gilles Vigneault, j'amènerais Louise Forestier, qui est une grande chanteuse québécoise. Puis j'amènerais... Louise Forestier, c'est Beau Dommage, là. Non, Louise Forestier, a fait le grand disque avec un des grands disques québécois avec Robert Charlebois. C'est elle qui chante sur la chanson Lindbergh de Robert Charlebois. OK. C'est une très, très grande interprète. Elle, puis regarde Robert Charlebois, je fais un foursome avec des
des vieux de la vieille pour parler, parler de la belle époque. Wow. D'après moi, vous allez jouer des jaunes ou des rouges. Sans rien leur enlever. Ben, tu me parles de personnes que tu amèneras au golf, justement, qui est impressionnante. Mais as-tu rencontré une personne dans ta vie que t'as shaké, là, puis t'es comme stressé? C'est une méchante transition, man. Ouais. Ça, c'était la question 2 qui est écrite. T'as-tu vu la transition? Ben non, mais vous êtes hey, les gars, vous êtes rendus des professionnels. D'ailleurs, il faut que je vous dise, c'est vraiment le fun de faire ça avec vous autres, puis vous êtes bons à... C'est le fun de vous voir à TVA aussi. Vous êtes, quand vous mettez vos sautes, là, vous savez... On n'est pas pire. Vous êtes beaux comme des c'est le fun pareil dans le sol avec une bière. C'est vrai. Rencontre la plus impressionnante, je pense que c'est avec Plume la Traverse, tu sais, comme quand même un pilier de la chanson québécoise. Pour vrai, quand tu le vois... mais moi, je ne tiens pas tant à rencontrer mes idoles, là, mais tu sais, j'ai eu la chance de parler quelquefois à Plume, qui est vraiment un des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes que je respecte le plus. Quelques tunes sortir en 2021 que tu ferais... Ouais. J'adore Plume, là, mais il y a des fois, là, tu fais comme oh my God! Ouais, mais tu sais, c'est un peu comme... En même temps, c'est un peu, Guillaume, comme les monologues d'Yvon Deschamps. Il faut les mettre dans leur contexte des années, ben oui, c'est sûr, parce que... Ah non, c'est drôle. Non, ben c'est sûr que, ouais, c'est ça. À Fred de même, ça fait à Fred de même, mais je suis d'accord avec toi, moi aussi. C'était très impressionnant. Si tu n'étais pas dans ton domaine de musique, tu ferais quoi? Moi, j'aurais aimé ça. Moi, être un joueur de hockey. Tu sais, comme on a tous rêvé à ça. Ouais. Puis, Guillaume aussi. Non, moi, j'aurais été un chanteur. mais sinon, moi, j'ai un bac en enseignement. Fait que je serais sinon, là, dans la vraie vie, je serais peut-être professeur. Enseignant. Nice. Ouais. Wow. Ah, c'est cool, ça. Super intéressant. J'aime ça. Là, tu nous montres les vraies racines québécoises. Tu représentes bien le podcast La Poche Bleue. Québec, québécois. Je pense que tu es le seul à la date, dans tous les invités, qui a nommé 3 invités québécois que tu amèneras avec toi dans ton foursome de rêve. Ah, c'est ça. Mais on a ça chez nous, on a du monde exceptionnel. Ouais, comme vous en plus, il porte une casquette de l'emblème du Québec, le pigeon. Le pigeon. Je sais pas si c'est ça. Mais... non, moi non plus. Je ne savais pas. Je sais pas c'est quoi qui est dessus, mais en tout cas, gars. Merci, Vince. Puis comme je t'ai dit, tu reviens quand tu veux. Puis ça serait le fun. Je viens d'avoir un flash. On s'en reparle. Moi, en tout cas, j'ai full de questions pour vous autres. C'était le fun de jaser de ça avec vous autres. Puis merci de m'avoir invité. C'était vraiment super. La prochaine fois, on fait ça en personne avec une bière ou on fait ça dans une de tes tournées. On va aller visiter une microbrasserie ensemble. On filmera tout ça. All right. Vendu. Je suis partant. Yes, sir. Attention à toi. Merci beaucoup. Super apprécié. Bonne saison. Salut, les gars. Bye. Thank you.